Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 31 janvier. Dans ce journal, retour sur la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. Dans sa 51e édition remportée par l'équipe de la première région militaire en présence du président de la République. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Raza à l'initiative de l'Algérie. Le but, donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste. Un projet de communiqué de presse a été adopté hier. À Raza, l'horreur absolue avec les massacres ininterrompus des Palestiniens par les bombardements sionistes, des charniers de dizaines de victimes également découverts. Une enquête internationale est réclamée par les autorités palestiniennes alors que la situation humanitaire est catastrophique. Nous irons à Biskra dans cette édition à la découverte de l'hôtel des Ibans, l'établissement rénové et l'œuvre du célèbre architecte français Fernand Pouillon durant les années 70. Les détails tout à l'heure. Investissement avec une exploitation de production de lait à Ain Defla. Grâce à son travail acharné et les aides des autorités, un jeune de la région participe activement à l'approvisionnement d'une des laiteries de Ain Defla. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, retour sur la cérémonie hier de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football dans sa 51e édition, supervisée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun. Le trophée a été remporté par l'équipe de la première région militaire. Badia Amarni. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a supervisé la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football dans sa 51e édition au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun, Boudjriou Messoud, en première région militaire. À cette occasion, le président de la République a félicité les équipes sportives nationales, militaires et civiles, leur souhaitant plus de victoires et de résultats positifs qui honorent notre emblème national. أنا نتمنى إن شاء الله باش النخبة الرياضية تاعنا كانت عسكرية أو مدنية ترفع الراية. فيه رياضيين قويين في الملاكمة، فيه رياضيين قويين في الماراثون. بالمناسبة هذه أولا باش نقدم مرة أخرى كل الشكر يعني والامتنان للرياضة العسكرية على انضباطها وعلى النتائج نتاعها، عمرها ولا خيبت. Au terme du match, le président de la République a remis les médailles aux deux équipes finalistes et a décerné la Coupe d'Algérie militaire à l'équipe gagnante. En marge de cette finale, le président de la République a honoré un groupe d'athlètes et d'équipes sportives militaires qui se sont démarqués au cours de cette saison dans diverses disciplines au niveau national et international avec des résultats très positifs reflétant les grandes capacités et le haut niveau professionnel atteint par les équipes sportives militaires. Le président de la République a pris par la suite une photo souvenir avec les athlètes honorés avant de procéder à la signature du livre d'or du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives. Dans l'actualité, les travaux de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par l'Algérie ont débuté ce mercredi à New York pour débattre de la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste pour ses agressions barbares contre le peuple palestinien dans la bande de Raza. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts incessants de l'Algérie pour défendre la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité où elle siège depuis le 1er janvier en tant que membre non permanent. Lors de son intervention,
négociations, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a affirmé que la décision historique prise par la Cour de justice internationale confirme que l'ère de l'impunité est terminée, et ce de manière irréversible. Les Nations Unies et la communauté internationale se sont engagées à veiller à ce qu'aucun criminel n'échappe aux sanctions. L'occupant israélien ne devrait pas faire exception à cette règle, a poursuivi Benjama. Il a affirmé également que la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes doivent être garanties afin de protéger les générations futures de telles atrocités. Rappelant que le président de la République, Ahmed Tebboune, avait affirmé que l'histoire se rappellera de tous ceux qui ont cautionné les crimes génocidaires commis à Gaza comme des criminels de guerre et des ennemis de la vie et de l'humanité. Benjama a souligné que les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice doivent être mises en œuvre pour protéger le peuple palestinien du génocide dont il est victime, affirmant que l'occupant israélien doit se soumettre immédiatement à ces mesures et qu'il est du devoir de la communauté internationale d'y veiller. Les mesures approuvées par la Cour de justice internationale ne peuvent être appliquées que par un cessez-le-feu immédiat. Le non-respect du cessez-le-feu signifie le consentement à des dizaines de milliers de morts et de blessés, majoritairement des enfants, des dizaines d'autres milliers de sans-abri et à la destruction de toutes les infrastructures de base à Gaza. Ammar Benjama a déclaré que quiconque croit en un ordre mondial fondé sur le droit et la justice doit œuvrer à l'application des mesures de la Cour de justice internationale, appelant cette dernière à veiller à ce que les forces d'occupation ne commettent plus aucun crime contre les Palestiniens et à prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services de base et des aides humanitaires dont ils ont besoin. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à prendre immédiatement et sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire entendre la voix de la justice et assurer la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice. Fin de la déclaration du représentant algérien auprès de l'ONU. Et hier, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité pour un projet de communiqué de presse à l'initiative de l'Algérie afin d'élargir le flux d'aide humanitaire à Gaza. Il intervient dans le cadre des démarches permanentes et continues de l'Algérie en vue de mobiliser le soutien à la cause palestinienne et en application des instructions du président de la République. Le document exhorte également toutes les parties à coopérer avec la coordinatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag, et de lui faciliter sa mission telle que stipulée dans la résolution 2720. Le ministère palestinien des Affaires étrangères appelle à la formation d'une équipe internationale pour enquêter sur les massacres sionistes à Gaza. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que plus de 30 corps décomposés de Palestiniens ont été découverts, enterrés dans le nord de la bande. Ils ont été tués alors qu'ils étaient menottés et avaient les yeux bandés, une preuve claire qu'ils ont été tués sur le terrain. Le ministère a relevé l'existence d'autres récits qui parlent d'un nombre plus important de victimes, des formes les plus horribles de génocide commis par les forces d'occupation contre notre peuple dans la bande de Gaza sans responsabilité ni surveillance. Et les bombardements se poursuivent à Gaza. La situation humanitaire s'aggrave également de jour en jour. Les centaines de milliers de Palestiniens poussés sous la menace à se réfugier dans le sud de l'enclave se retrouvent entassés dans des conditions inhumaines. L'entité sioniste mène une guerre d'extermination et de famine à Gaza et la suspension d'aide à l'UNRWA aura des conséquences catastrophiques, ont alerté les chefs de plusieurs agences onusiennes ce mercredi. Yasmine Massoudi pour les détails. Décidé de suspendre leur financement à l'UNRWA ne cesse de s'allonger sous la pression des lobbies sionistes. L'influence exercée par ces groupes d'intérêt est telle que le nombre de pays qui ont interrompu leur aide est passé de 3 ce week-end à 13 ce mercredi. En privant l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens de ressources financières, la situation humanitaire dans la bande de Gaza ne fait qu'empirer, aux grandes dames des Gazaouis.
La suspension de ce financement entrave le travail de l'organisation internationale qui opère dans le secteur depuis plus de 70 ans. Cela aura des répercussions négatives sur les 5 régions où se trouvent les réfugiés palestiniens. Des milliers de réfugiés palestiniens seront affectés par cette situation. L'UNRWA a confirmé dans ses rapports que l'armée d'occupation a tué 152 de ses employés, tout en détruisant des dizaines de ses locaux, écoles et centres de santé. Malgré cela, elle continue tant bien que mal de fournir des aides à plus d'1 700 000 déplacés depuis le début de l'agression. Avec le retrait des aides de l'UNRWA, comment pourrions-nous nourrir nos enfants? Les conditions sont très difficiles. Comment l'UNRWA peut-elle réduire ses services et se désengager du peuple palestinien? Elle s'est engagée à fournir de l'aide au peuple palestinien depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début de l'agression, l'occupation sioniste a ouvertement planifié de mettre fin au travail de l'agence créée après la Nakba de 1948. Et ce, pour prendre soin des réfugiés. Son nom est devenu indissociable du droit au retour, constituant l'une des constantes du peuple palestinien. Je suis toujours réfugiée et je porte toujours la carte de rationnement. C'est mon droit en tant que réfugié d'accéder à tous les services, ainsi que mon fils et mon petit-fils. L'occupation sioniste use de toutes les armes pour nettoyer Gaza de ses habitants, quitte à les affamer, les poussant dans leur dernier retranchement pour leur asséner le coup de grâce, sous, non pas le regard complice des puissances occidentales, mais avec leur encouragement et leur bénédiction. Et à suivre ce soir sur Canal Algérie, le nouveau numéro de Questions d'actu. L'émission traitera de la suspension d'aide à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Décryptage également de la décision historique de la Cour de justice internationale qui a jugé que les actes de l'entité sioniste dans sa guerre à Gaza relevaient de la Convention sur le génocide. Réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Plusieurs secteurs examinés et des communications sectorielles liées aux préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de solidarité nationale, l'approvisionnement et la régulation du marché et la disponibilité des produits de large consommation ainsi que la gestion rationnelle des ressources en eau, les conditions d'hygiène et le bon fonctionnement des différents services publics. Le gouvernement a également entendu une communication sur la stratégie nationale de production et de stockage du carburant dans le cadre de la sécurité énergétique qui vise à assurer l'exploitation et le développement optimal des capacités de raffinage et à répondre de manière proactive à la demande croissante sur ce produit en su de la diversification des exportations et ce conformément aux directives du président de la République en Conseil des ministres tenu le 7 janvier courant. Le gouvernement a entendu une communication sur la stratégie nationale permettant de faire face aux défis climatiques dans ses différentes dimensions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de leurs répercussions. Enfin, le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif relatif à la mise en œuvre des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de dessalement de l'eau de mer décidé par le président de la République en matière de sécurité hydrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi la présidente de l'Assemblée nationale de Madagascar, Christine Razanama Hassoa. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et les voies de les renforcer. Coopération algéro-tunisienne, une feuille de route a été adoptée hier à l'issue des travaux de la première commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières. Elle porte sur plusieurs mécanismes pratiques arrêtés par les walis des wilayas frontalières des deux pays. Des projets concrets, ambitieux pour la relance économique et l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans ces régions. Malika Blel.
La première session du comité mixte de développement et de valorisation des régions frontalières algéro-tunisiennes, en plus d'être fructueuse, a permis de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette session a également mis l'accent sur la mise en place d'actions économiques concrètes et la mise en œuvre de projets tangibles conformément aux aspirations des présidents Abdelmajid Tebboune et Kais Saïd. J'invite tous les walis à veiller à l'exécution de la feuille de route établie et les projets qui y sont inclus, ainsi que de surmonter les obstacles rencontrés. Cela nécessite une coordination étroite et un renforcement des consultations pour trouver des financements adaptés, en particulier avec des programmes et des organismes de financement internationaux. L'Algérie vit actuellement une véritable renaissance. La Tunisie connaît aujourd'hui une opération de révision d'un véritable processus révolutionnaire visant à propulser la société tunisienne vers le développement et la coopération avec les peuples de la région. Les walis des 5 wilayas frontalières algériennes et leurs homologues des 7 gouvernorats frontaliers tunisiens ont pris part aux travaux de cette session et ce, dans le but de mettre en œuvre ces projets ambitieux liés à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones frontalières. Le but est de parvenir à des accords potentiels qui seront examinés au plus haut niveau et des mesures techniques et juridiques nécessaires seront prises à cet égard. Nous voulons concrétiser des projets, notamment en matière d'échange commercial qui sera réglementé, ce qui sera bénéfique aux deux pays. Il y a un autre défi lié aux incendies. Il est question de créer des zones économiques et la mise en place de centres de transit. Les discussions ont porté sur la réalisation d'une centrale électrique solaire et la partie algérienne a donné son accord. Durant cette session algéro-tunisienne de développement et de valorisation frontalière, les deux parties ont mis l'accent sur le fait que le défi du développement est étroitement lié à la sécurité des régions frontalières communes. Coopération toujours et en marge de sa participation aux travaux de la 8e session de la commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a rencontré son homologue chinois Ni Hong. Les deux parties ont passé en revue les dossiers de coopération et tous les sujets abordés par les experts durant la commission. Ils ont convenu que des entreprises chinoises spécialisées dans la construction allaient accompagner plusieurs projets en cours, notamment ceux des deux villes nouvelles de Boukzoul et El Mnira, outre l'accompagnement par les experts chinois de leurs homologues algériens pour l'actualisation des règles parasismiques algériennes. Des explications ont été présentées au ministre de l'Habitat sur les technologies de pointe utilisées dans la construction de la nouvelle mégalopole chinoise Xianggan. Aussi, les nouvelles technologies utilisées dans le secteur agricole à l'Académie de l'agriculture des forêts, proposant la possibilité de dispenser des formations aux cadres algériens activant dans le domaine. On reste dans le bâtiment et l'un des matériaux dont la production a fait un bond qualitatif, la céramique. La wilaya de Batna est en passe d'en devenir un pôle, une fabrication locale qui n'a rien à envier aux produits étrangers. D'ailleurs, plusieurs opérateurs économiques de la région exportent en Europe et en Amérique latine, nous dit Younes Lekhaldib, commentaire de Badia Amardi. La wilaya de Batna s'est imposée ces dernières années en pôle de la filière céramique, tout type confondu, avec pas moins de 11 unités de production dont la majorité s'est lancée dans l'exportation vers les pays arabes, le Canada, l'Amérique latine, plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Tous les jours, nous introduisons de nouvelles technologies, un nouveau matériel pour obtenir des produits de qualité aux normes internationales. La céramique que nous produisons est hautement compétitive et nous développons en permanence notre activité. Qualité, diversité et perspectives prometteuses à l'export. Cette unité produit des milliers de mètres carrés de céramique au quotidien selon des techniques éprouvées et une technologie moderne et de haute précision.
جودة المنتوج والتقنيات التكنولوجية المتطورة اللي رانا نضاهيو بها. La production d'une céramique de qualité qui n'a rien à envier à celle produite en Europe ou ailleurs dans le monde est rendue possible grâce aux nouvelles technologies utilisées dans ce domaine. Nous produisons à titre d'exemple le carreau céramique poli. Nous devons notre réussite aux mesures incitatives des pouvoirs publics. وكل هذا بفضل التحفيزات اللي تعطات لنا. Autre exemple de réussite, cette usine produit 1 million d'unités par an. La qualité de ces produits est reconnue comme étant l'une des meilleures en Afrique à des prix compétitifs. اليوم الحمد لله رانا دخلنا en production. Nous sommes entrés en production il y a quelques années. Nous employons actuellement 300 personnes et comptons atteindre les 450 employés d'ici peu. Nos produits sont 30 à 40% moins chers que les produits importés. 70 millions de mètres carrés de céramique sont produits par an, en moyenne à Batna. La wilaya se classe au premier rang en termes de quantité et à la seconde place en termes de nombre d'unités de production. Le montant des exportations avoisine les 30 millions de dollars. Cette branche légère de l'industrie a généré à ce jour près de 4000 emplois directs. Direction Biskra à la découverte du nouveau visage de l'hôtel des Ibans. Si vous l'avez raté, l'établissement a bénéficié d'une opération de rénovation en 2021. D'autres sont prévues prochainement, mais rien qui risquerait d'altérer son charme d'antan. Un véritable joyau construit dans les années 70 par le célèbre architecte français Fernand Pouillon. Reportage de Amel Bouarba. On dit que le génie se cache dans les détails. C'est certainement le cas pour Fernand Pouillon, l'architecte de l'hôtel Les Ibans de Biskra. L'hôtel a été construit en 1971, en totale symbiose avec le bioclimat du Sud et les traditions de la région. Pour préserver son lustre d'antan, cet hôtel a bénéficié d'opérations de rénovation. D'autres sont également prévues prochainement. L'hôtel Les Ibans appartient à l'entreprise de gestion touristique de Biskra. On a une capacité de 200 lits. L'hôtel comprend 92 chambres et 8 suites. On a pratiquement 3 restaurants, 2 bains morts, une cafétéria et une grande salle des fêtes. En première phase, c'était la modernisation des 25 chambres, et pratiquement aussi 24 chambres et une suite, et la piscine et l'aménagement extérieur, même le hall de réception. Cette opération a été réceptionnée en 2021 et elle est en exploitation. En parallèle, la direction de l'hôtel a entamé une opération de fonds propres de 17 chambres en premier étage. L'opération était faite et exécutée par le personnel de l'hôtel, c'est des employés de l'hôtel, et tous les matériaux utilisés, c'est des matériaux locaux. En deuxième phase, pour la modernisation de l'hôtel des Ibans, ces travaux, ça consiste le restaurant et la cuisine et le cafétéria. Une rénovation réalisée dans les règles de l'art pour préserver le style singulier de Fernand Pouillon, inspiré de la Casbah. Du truc de modernisation purement, c'est le faux plafond, c'est la boiserie, c'est l'aluminium, c'est la lumière, la peinture. Donc, si vous voyez ici, on va garder le poteau pour garder l'aspect architectural. C'est des poteaux de grande section et c'est 10 000 porteurs. La touche Pouillon, pratiquement, il a aspiré les traditions de la région. Si vous voyez les arcs, le niveau RDC, les ouvertures, pratiquement, vous voyez au restaurant typique. Vraiment, c'est la touche purement Pouillon, même dans les chambres. 52 ans après sa construction, l'hôtel Les Ibans n'a rien perdu de sa superbe. Il continue de dégager une force d'attraction et un côté romanesque saisissant.
Investir dans la production de lait, c'est le pari gagnant d'un des enfants de la région de Aïd Defla. Grâce à son travail acharné et les aides des autorités, Mohamed participe activement à l'approvisionnement d'une des laiteries de la région et il compte développer son affaire. Reportage de la Framouche. Chaque jour, c'est le même rituel pour Mohamed, nourrir et prendre soin de ses bêtes. Ici, tout est fait selon les normes internationales en vigueur. C'est dans la commune d'El Abadia, plus précisément à Shkaknia, que nous sommes allés à la découverte de cette exploitation d'élevage de vaches laitières en plein essor, celle de Halimouche. Le jeune éleveur possède essentiellement des vaches de race française. Je possède 14 vaches laitières de la race Montbéliard et 3 génisses. Dieu merci, aujourd'hui nous participons à l'approvisionnement d'une laiterie de la région qui se trouve à Arib. Les autorités m'ont beaucoup aidé, que cela soit pour l'acquisition de la machine à traire les vaches ou encore la cuve de conservation et tous les équipements nécessaires à mon activité. Une activité que Mohamed pratique avec amour depuis plusieurs années déjà. Il est 14 h, l'heure de la traite des vaches. Mais avant cela, il procède au nettoyage minutieux de son cheptel, une étape primordiale qu'il accomplit religieusement tous les jours. Pour lui, le bien-être de ses bêtes passe avant tout. Ce lait est très apprécié pour ses qualités nutritives. Il est très bénéfique pour les femmes enceintes et les enfants. C'est pour cela que nous accordons une grande importance à la propreté des vaches et à celle de l'endroit dans lequel elles sont élevées. Mohamed tient également à ce que ces vaches soient soumises à un contrôle sanitaire rigoureux par les services vétérinaires. 36, 32, 34 حتى 38 باه نربحوا لا ماتير غاس هي الزبده اكسترا. لا دوزيام لازم نيفيتو لاسيديتي تاع الحليب. لازم تكون عندها لا دونسيتي تاع الحليب شابه. باه الانسان هذا الحليب كيروح للوزين تاع الدوله، الوزين عنده شي يقلع منه ماشي حليب وصاي، تكون لا ماتير ناقصه. ونيفيتو لي زونتيبيوتيك. Des vaches bien prises en charge, la condition sine qua non pour obtenir du lait de meilleure qualité. Destination la laiterie de la région qui reçoit chaque jour des quantités importantes de lait à partir de la ferme de Halimouche et de plusieurs autres. Du lait frais dont une grande partie est destinée à la production de beurre, de fromage et autres produits dérivés. Pour la qualité du lait, nous travaillons en étroite collaboration avec les services vétérinaires. Notre laiterie reçoit près de 4000 litres par jour en provenance des fermes d'élevage de la région. La filière lait à Aïn Defla, une activité qui se développe à grande vitesse boostée par les mesures incitatives mises en place et l'accompagnement fourni par les autorités locales. Mais beaucoup de chemin reste encore à faire. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 7 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire lors d'opérations distinctes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 57 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 12 quintaux et 57 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 11 800 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bojbadji Mourtar, Insa la Hijanet, des détachements de l'ANP ont arrêté 95 individus et saisi 33 véhicules, 186 groupes électrogènes, 144 marteaux-piqueurs, 40 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 36 autres individus ont été interceptés, 8 fusils de chasse, de grandes quantités de munitions de différents calibres, 22 100 litres de carburant, 168 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, 175 quintaux de déchets de cuivre, 26 quintaux de tabac et 345 700 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont procédé à la mise en échec de plusieurs tentatives d'émigration clandestine sur nos côtes nationales et au sauvetage de 231 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 569
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Sport, football et le décor est désormais planté pour la phase des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria affrontera l'Angola avant que la République démocratique du Congo n'affronte une Guinée résistante en fin de soirée du 2 février. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, jouera contre le Mali alors que le Cap-Vert, l'une des sensations de la 34e édition, sera aux prises avec l'Afrique du Sud. Ce sera le 3 février prochain. Et ce programme est le résultat d'une série de 8e de finale palpitante sur laquelle revient Samia Achichou. Les amateurs du football africain ne sont désormais pas au bout de leur surprise. Après un premier tour surprenant qui a vu des ténors comme l'Algérie et la Tunisie quitter prématurément la compétition, les 8e de finale qui se sont achevés mardi soir ont encore surpris plus d'un avec l'élimination du tenant du titre, le Sénégal, par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a pourtant failli laisser des plumes au premier tour. L'Égypte, recordman d'Afrique des trophées obtenus avec cette consécration, n'ira pas plus loin dans la compétition, laissant son adversaire, la RDC, se frayer chemin grâce à une meilleure maîtrise de tir au but. L'aventure s'arrête également pour le Cameroun, dominé par une équipe plus en forme, celle du Nigeria. Et enfin, le Maroc a déçu ses plus chauds supporters en s'inclinant devant une Afrique du Sud mieux organisée et plus réaliste. De beaux buts à 0 qui reflètent le match raté des protégés d'Erguelagui. Ainsi, les quarts de finale prévus vendredi et samedi nous proposent des affiches alléchantes. Nigeria-Angola, RDC-Guinée, Mali face à la Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud. Des rencontres où le pronostic n'est pas facile à placer. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.